Claire Fourier, bonjour. Bonjour. Merci mille fois d'avoir accepté de participer à ce salon un peu particulier. Et merci parce que je crois que tout ce que vous écrivez, l'ensemble de votre œuvre, en particulier ce qui est paru ces dernières années, va donner un coup de jeunesse et de joie aux gens aux personnes qui vont vous écouter. Ça, c'est l'idéal. Voilà. Puis sais-je y parvenir? Oui, Et oui, ça, c'est l'idéal alors. oui. On tend vers ça quand on écrit. Comme disait Camus, on n'écrit pas pour dire que tout est fichu, alors on se tait. Donc, même s'il y a des choses foutues dans ma vie, j'essaie de les transformer en choses bénéfiques pour le lecteur. Bon, est-ce que je réussis? On va essayer. Alors, on va peut-être commencer par les deux livres qui vont être publiés. Mmh. Métro Ciel d'abord. Alors, Métro Ciel, c'est une réédition. Métro Ciel avait été publié une première fois par Hubert Nyssen chez Actes Sud. Il avait eu un coup de foudre pour ce livre. Il a fait bien, le livre a bien marché pendant des années et des années. Et à la mort de Nyssen en 2011, Actes Sud s'en est un petit peu désintéressé. Donc le livre est un petit peu passé à la trappe. J'ai repris les droits et je les ai donnés récemment à Colette Lambriche pour les éditions du Canoë. Elle a eu aussi un coup de foudre, donc elle a décidé de le rééditer et ça va paraître au mois de mai. Donc un tout petit livre isolé qui s'appelle Métro Ciel et la deuxième partie du livre qu'avait publié Hubert Nyssen, qui s'appelait Vague conjugale, sera réédité à part dans quelques mois. Mais là, c'est un tout petit livre, donc Métro Ciel, publié par les éditions du Canoë en mai 21. Voilà, qui raconte, c'est le livre qui m'a lancé, hein, c'est mon premier livre, et ce qui raconte une rencontre qui fait allusion à une rencontre dans le métro, une rencontre souterraine qui débouche sur une journée lumineuse, voilà, une journée sans lendemain. Mais une journée terriblement Une chaude, chaude, oui. chaude et poétique, voilà. Voilà, et puis, Avec- donc Sans lendemain, et ça, c'est un livre qui avait eu beaucoup de succès. Et comme c'était mon premier livre, personne ne connaissait mon nom évidemment. Et les journalistes à la radio ou ailleurs avaient dit, mais qui est-ce qui se cache derrière Claire Fourier? Évidemment, Claire Fourier était une stricte inconnue. Ça pouvait être un pseudonyme. Bon, et puis peu à peu, ben, le livre s'est imposé. Puis ben, d'autres livres ont suivi, mais ça a été le premier livre publié, un tout petit livre. Voilà. une rencontre entre un homme et une femme, comme dans Une d'autres rencontre entre livres. un homme et une femme, parce que bon, là, j'ai un petit côté qui n'est pas à la mode. Je ne suis pas du tout transgenre, je suis au contraire très genrée, et je considère que c'est une merveille dans la vie, que cette altérité homme-femme, tout ce que l'un peut apporter à l'autre, cette complémentarité, quelque chose pour moi de magnifique et dont je m'émerveille tous les matins. Voilà. Donc, tous mes livres, je crois, sont axés sur cette différence, sur la richesse de l'altérité et de la complémentarité. Une fraternité aussi, parce qu'il y a des choses très communes entre l'homme et la femme, bien sûr. Mais cette altérité, pour moi, est une source de richesse. Voilà. Et le sentiment du moment. Il y a un rapport au temps Il y a un aussi. rapport au temps. Le temps, oui, on peut dire que tous mes livres, au fond, ont comme sujet le temps qu'il fait. Hein. Je suis très sensible aux saisons, l'écriture des haïkus l'a prouvé. Et puis le temps qui passe, je suis très sensible aussi. Pierre Cipriot disait de moi que j'étais une climatérique. Je suis sensible à la fois au temps qu'il fait et au temps qui passe, le temps qui passe, la fuite du temps, tout ce qui, tout ce qui de nous chaque jour s'écoule sans retour. Voilà. C'est le sens du mot Amzer en breton, hein, à la Voilà. fois le temps Alors, qu'il fait voilà, et le je temps qui connais pas coule. assez le breton. Je regrette. Hein. Moi, j'appartiens à une génération qui a été élevée dans le déni de ses origines bretonnes à cause d'une mère qui était ultra française et un père qui était au contraire très breton de Rostrenain, ami d'Armand Robin à l'école, mais la mère l'a emporté dans l'éducation et j'ai été élevée vraiment à Brest, dans une enclave française, en jeune française,
en disciple de Racine, de la langue de Corneille, de Racine, et j'ai appris à rejeter le breton. Et ce n'est qu'une fois adulte, quand quand je suis devenue l'amie de Jean Marcal, que j'ai reconnu mes racines bretonnes. C'est Marcal qui m'a fait renouer avec mes racines bretonnes. Et alors là, je me suis dit, ben, mais je suis sacrément celte. Et d'ailleurs, comment Marcal disait, tu es la femme celte par excellence. Donc j'ai lu, bien sûr, La femme celte. Et là, je me suis évidemment reconnue. Et à partir de là, je n'ai jamais cessé de revendiquer ma celtitude. Alors, autre livre qui va paraître le 18 juin. Le 18 juin, alors je Ça, trouve que la date est merveilleuse. Un appel à la délivrance. C'est un livre qui va s'intituler Les mains du jardinier. On a longtemps cherché un titre. Voilà. Alors, Les mains du jardinier. Pourquoi? Parce qu'en fait, il se trouve que j'ai toujours été attirée par les gens, par les travailleurs manuels. Je suis une cérébrale, une toute petite cérébrale de rien du tout, en grande admiration devant les travailleurs manuels, devant les gens qui ont des mains, qui savent faire quelque chose de leurs mains. Moi, je ne sais pas bien faire quelque chose de mes mains, à part écrire. Donc, j'ai une grande admiration. Et le point de départ de ce livre, ce sont des hommes, dans mon béguinage breton, que j'admire, qui travaillent de leurs mains, les maçons, femmes de ménage et un jardinier. Et j'ai pris le point de départ, pour point de départ, ce jardinier dont j'ai fait un peu le portrait. Et puis après, bon, ça tourne à la fiction, mais le jardinier, qu'est-ce que c'est qu'un jardinier ou qu'est-ce qu'un maçon? C'est quelqu'un qui plonge, le jardinier, quelqu'un qui plonge ses mains dans la terre. Et ensuite, euh, ses mains sortent de la terre et deviennent légères pour devenir les mains d'un amant. Voilà, donc ce sont les mains de l'homme, du travailleur manuel qui deviennent les mains d'un amant. C'est pourquoi le livre est divisé en deux parties. Et ce travailleur manuel, ce jardinier, a une passion dans la vie, en dehors du métier de la terre. Il élève des oiseaux exotiques. Et quand j'ai appris, c'est authentique ça, quand j'ai appris qu'il élevait des oiseaux exotiques, j'ai trouvé ça tout à fait merveilleux. Je me suis dit, voilà des mains, les mains d'un travailleur qui manie la bêche, qui manie la pioche, qui manie les rosiers à main nue, et qui le soir a des mains assez douces pour caresser des oiseaux exotiques dont il prend un soin infini, qu'il achète, qu'il revend. Et j'ai trouvé ça assez merveilleux. Donc, les mains, les mains rustiques d'ocre brune qui le soir deviennent des mains très douces pour caresser les oiseaux. Et dans la deuxième partie du livre, puisque c'est un livre libertin, qui deviennent les mains sur le corps de la menthe. Voilà, donc c'est un livre en deux parties qui est assez axé sur l'intimité. Moi, je suis une femme de l'intime. Je ne suis pas du tout une femme du monde extérieur. Aujourd'hui, je ne suis pas à la mode, voilà. Hein. Je dépasse l'actualité. Je suis pas du tout, je suis étrangère à l'actualité, même si je m'y intéresse, dans la mesure où je suis une femme de l'intime. Et aujourd'hui, l'intime est assez mal vu. La vie secrète est assez mal vue. Les gens n'ont plus de rideaux et vivent leur vie intime, et vivent leur vie personnelle sous les yeux de tout le monde, en vitrine en quelque sorte. Et moi, j'attache de l'importance à l'intimité, à, à la vie secrète, à la vie privée. Je défends la mienne mordicus. Et donc, j'ai trouvé intéressant de pénétrer par l'écriture dans une vie secrète, dans la vie intime, et de dire ce que la richesse, l'intérêt que je porte à la vie intime des gens, parce que quand même tout est là. Hein. Et donc c'est un livre sur la sexualité, certes, mais plus sur la nudité et l'intimité que révèle la sexualité. C'est un livre, il faut le dire, assez coquin. C'est un livre que je n'irai pas présenter à des élèves dans les écoles. Hein. C'est un livre qui n'est pas destiné aux jeunes oreilles. C'est un livre libertin. Je crois même que l'éditeur, dans sa fiche de presse, a dit un livre libertin comme on en a rarement vu. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu audacieux, qu'il y a des gens qui vont sauter au plafond peut-être, mais il se trouve en fait,
Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça, hein. J'ai un petit don pour écrire et je me suis toujours sentie proche de Louise Labbé, de Mathurin Régnier, des poètes du XVIe siècle, des poètes du XVIIIe, qui avaient une approche de la sexualité qui était très libre, qui était innocente, qui était candide, qui n'avait pas le sens du péché. Et bon, moi, je ne l'ai pas trop non plus, bien que je sois léonarde et que j'ai été élevée par une mère. Danser, c'est un péché, tout était un péché. C'est peut-être d'ailleurs le contre-pied que j'ai pris après. Et donc, j'ai décrit des scènes d'amour assez torrides entre un homme et une femme, mais dans la candeur, dans l'innocence, voilà. Ils n'ont pas du tout le sentiment. Et en y mêlant Dieu, d'ailleurs, ils font l'amour sous le regard de Dieu, et Dieu est très content, Dieu approuve. Donc, c'est quelque chose qui est au fond peut-être assez celtique, hein. Pour les Bretons qui ont connu, qui étudient un petit peu la théologie, qui ont étudié Pélage et Augustin, moi je me sens très pélagienne. C'est Marcal aussi qui m'a initiée à la théologie de Pélage, c'est-à-dire une, tout est innocent dans la vie, quoi, y compris la sexualité. Il n'y a pas de raison d'en faire un péché. Ce sont les Irlandais qui ont inventé le purgatoire, parce qu'ils ne voulaient pas que les pécheurs soient condamnés aux flammes éternelles de l'enfer. Donc les Irlandais, les moines celtes, ont imaginé le purgatoire, qui est une sorte de sas où vont les âmes qui ont péché. Et puis, une fois qu'elles sont guéries, elles remontent au ciel. Et les enfants qui n'ont pas été baptisés, ils ne vont pas en enfer non plus. Ils vont dans les limbes. Et puis après, hop, tout le monde au ciel. Un jour ou l'autre, tout le monde au ciel. Et je trouve ça merveilleux. Et je trouve que j'ai eu envie de décrire la sexualité d'une manière très innocente. Voilà. Je trouve que ça, c'est une dimension assez celtique. Hein. C'est un peu les mains du jardinier, au fond, c'est un peu, je, je pourrais dire, est-ce que je peux dire ça? Oui, oui, oui. C'est un peu Tristan et Iseux revisités aujourd'hui. Hein. Ils boivent du cidre dans une crêperie. C'est un peu le vin, le filtre, le vin herbacé euh, qu'on a fait boire à Tristan et Iseux. Puis après, un amour va découler, un amour charnel, un amour fiévreux, charnel, physique. Et, et voilà, et il y a aussi une scène dans le jardin qui rappelle Viviane et Merlin. Tout ce que j'écris est un petit peu quand même marqué au coin de la mythologie celtique. Hein. Je ne suis pas bretonne pour rien. Quoi. Voilà. Donc, il y a tout ça. Et puis, bon, il y a des... Au niveau de la forme, j'ai mêlé des haïkus. Et, et vous, Françoise, qui avez aimé Dieu m'étonnera toujours, vous avez vu que dans ce livre-là aussi, il y a la prose est parsemée de haïkus. Au fond, tous mes livres sont un peu parsemés de haïkus. C'est un petit peu je dirais pas ma marque de fabrique, mais c'est ma patte. Hein. J'éprouve le besoin de mêler des poèmes à la prose, comme si il y avait la prose, ok, et puis après, des haïkus qui tombent comme des petites gouttes de lumière sur la prose pour l'alléger, pour l'aérer, pour la faire monter, voilà, pour la faire briller, pour faire briller la prose. C'est devenu, chez moi, c'est spontané, c'est naturel. Alors donc, il y a des haïkus dans les mains du jardinier, et le livre est bâti sur un balancement entre le récit et la lettre. Parce que ça aussi, c'est un petit peu ma marque de fabrique, si je puis dire. Tous mes livres sont marqués au coin de la lettre. J'ai commencé, avant d'écrire des livres, par écrire des lettres. Et longtemps, j'ai même, dans Sémaphore en mer des rois, il y a un chapitre qui s'appelle « Longtemps, je n'ai écrit que des lettres ». Et c'est vrai, j'avais un mari qui m'a forcé, enfin, pour le suivre, j'ai abandonné mon métier pour déménager tous les 3 ans. Et donc, tous les 3 ans, au fil d'une vie itinérante, j'écrivais des lettres aux amis dont j'étais séparée. Et j'ai pris l'habitude d'écrire énormément de lettres. Donc, au moment où j'ai commencé à écrire des livres, il était assez naturel que la lettre se mêle à la prose que j'écrivais.
Et là, dans les mains du jardinier, il y a le récit qui est parsemé de lettres parce qu'elle raconte ce qu'elle vit. Et puis en même temps, à partir du moment où l'homme et la femme se découvrent physiquement, elle lui écrit des lettres. Lui, il n'est pas capable de lui écrire des lettres parce que l'écriture, c'est pas du tout son truc. Il n'est pas allé à l'école. Il a des mains, il n'a pas de mots. Mais elle sait poser des mots sur les gestes et sur ce qu'ils vivent physiquement. Donc, c'est elle qui raconte et elle lui écrit en lui disant, voilà, elle lui parle. Il ne répond pas, mais c'est pas important. C'est elle qui a les mots, mais elle est tout à fait consciente, et ça, moi j'en suis consciente aussi, hein, ça, il y a des choses que j'ai mises dans le personnage de cette femme qui s'appelle Clarisse. Euh, cette femme est tout à fait consciente que ce jardinier, avec la force de ses gestes, avec ses épaules carrées et musclées, c'est lui qui porte le monde, c'est pas elle. Elle s'incline devant la supériorité qu'elle trouve à cet homme. Et elles se sentent toutes petites en face de lui. C'est donc une reconnaissance du travailleur, des qualités manuelles de l'homme. Ça s'est toujours imposé à moi. Hein. Dans ma campagne, quand je suis là-bas, je suis une accro de la chaîne 24 à la télévision qui montre toujours les chauffeurs de l'impossible, des hommes qui s'attaquent à une vie physique dure. Et moi qui suis menue, pas très dégourdie de mes mains, je suis en admiration devant ce dont je suis incapable. Donc, je suis en admiration devant les, les travailleurs manuels et j'ai voulu rendre hommage aux travailleurs manuels. Et voilà, tout le livre découle de ça, voilà, de cette intimité physique que la femme raconte, parce que les mains donc, du jardinier deviennent les mains de l'oiseleur et puis les mains de l'amant. Et bon, c'est tout ça que je raconte. Bon, puisque j'ai un petit don pour raconter la... Bon, il se trouve que j'ai un petit don pour dire l'amour. Bon, bah, j'espère que le lecteur appréciera, je ne sais pas. Mais je crois qu'il y a quelque chose qui chapeaute tous les livres des Celtes, qui nous chapeautent tous, Celtes, ou bien qui au contraire est sous-jacent à tout ce que nous sommes, c'est le surréalisme. Nous sommes tous... si on me demandait qu'est-ce que l'identité bretonne, et on me l'a souvent demandé, hein, qu'est-ce que l'identité bretonne, je dirais spontanément, c'est le surréalisme. C'est-à-dire, ce n'est pas le rêve à côté de la réalité, c'est une volonté acharnée d'injecter du rêve dans la réalité, d'injecter du merveilleux et de rendre la réalité enchanteresse, même si elle ne l'est pas. Je crois que c'est ça l'identité bretonne. Mais c'est le merveilleux, en fait, de tout ce qui a fait les romans bretons. Exactement, tout à fait. Tout ce qui a fait la matière de Bretagne, voilà. Et qui est très différente de la matière de France et de la matière d'Angleterre, voilà. Par justement ce merveilleux. Voilà, de la matière de Rome qui est le droit. Oui. La matière de France, c'est la chanson de Roland, c'est Charlemagne. Oui. Mais la matière de Bretagne, c'est la matière du rêve injecté dans la réalité. Ah oui, oui, c'est vraiment quelque chose et qui est à la fois fascinant et inattendu et voilà, et qui est et le rapport à Tristan et Iseult tout à l'heure était très très beau. En fait, je me demandais si ce côté charnel des mains et du jardin, on ne l'avait pas déjà dans Dieu m'étonnera toujours, parce qu'il y a une liberté aussi dans ce roman. Enfin, il fallait oser écrire ce que vous avez écrit alors que vous étiez dans un monastère. Voilà, j'avais choisi la Chartreuse justement, et pas n'importe quel monastère. J'avais choisi la Chartreuse parce que les Chartreuses vivent dans des maisons, hein, chacun a sa petite maison, avec un jardin. Et donc l'idée de la maison isolée, de la solitude dans une maison bordée par un petit jardin, m'avait plu
Et c'est pour ça que j'avais choisi la Chartreuse et pas du tout un monastère où j'aurais été enfermée dans une cellule. Alors, dans Dieu m'étonnera toujours, quand je suis arrivée dans la petite maison du Chartreux, il y avait dans le bûcher, au rez-de-chaussée, des bottes du 43 que j'ai chaussées, c'était au mois d'août. Alors j'étais toute nue avec les bottes et puis le jardin était en friche, et ben j'ai passé 10 jours à nettoyer le jardin. Ça a été ma prière pendant 10 jours. J'étais toute nue là, avec un chapeau de paille et les bottes. Je nettoyais, je grattais la mousse. Et le soir, je dormais dans le lit du moine. Il y avait une bosse, je me rappelle, sur le matelas. Et je me disais, bah, le moine aussi a senti cette bosse. Et je tombais amoureuse, ça c'est pas très catholique, hein. Je tombais amoureuse du moine qui avait vécu dans ce lit où je dormais. Je me disais, tiens, ce moine-là, tiens, j'aurais pas été mal dans ses bras non plus. Mais voilà, mais tout ça, c'était assez chaste. Au fond, je pourrais dire que j'ai l'amour physique assez chaste. Ça peut surprendre certains, hein, peut-être que. Mais enfin, C'est joli. voilà. Alors, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Je voudrais qu'on termine sur Sémaphore merliroise. Mmh. Je vous disais tout à l'heure que bon, moi, je l'ai lu quand le livre est sorti et je l'ai relu pendant les confinements. Et je dois avouer que, bon, moi, la Bretagne me manque, surtout le deuxième confinement. Je n'ai pas du tout confiné en Bretagne. Et la Bretagne me manque. Et là, j'ai eu des instants formidables parce que j'ai eu la Bretagne par petites touches. On peut prendre le livre, on peut le reposer, on peut le lire d'un coup et c'est des perles de joie, je Oh, c'est trouve. joli ça, les perles Voilà. de joie. Ça me fait ça, c'est un immense compliment, hein. Et alors sans perles, puisqu'il y a c'est une navigation intérieure, hein, et ou un livre d'heures, hein, un Oui. livre de 100 heures. Ou alors maintenant, je vais reprendre votre formule parce qu'elle me plaît beaucoup. Je dirais que c'est un livre de 100 perles de joie. Quel fameux collier, entre nous soit dit. Je le souhaite à tout le monde, à tous les lecteurs. Voilà, et je leur souhaite d'enfiler ces perles de joie pour qu'ils s'en fassent le collier qui leur plaît, avec autant de perles qu'ils le souhaitent. Mais oui, c'est un livre, c'est le premier livre que j'ai écrit, c'est pas le premier que j'ai publié, parce que c'était un gros livre et comme je n'étais pas connue, j'aurais pas pu le publier. Mais c'est un livre qui m'est très cher puisque c'est toute mon éducation de finistérienne qui passe là-dedans. C'est très celtique aussi, hein, mais c'est mon éducation de brestoise. Je suis née à Poudalhuiseau, donc j'ai grandi à Brest et c'est tout ce qui m'a, le paysage qui m'a formée. Et cet été, l'éditeur, donc Blocus Solus, m'a demandé de sillonner le Nord Finistère pour aller présenter mon livre. Je n'y étais pas allée depuis 10 ans et j'ai eu l'impression de renaître, pas de revivre, de renaître. Tellement je me plaisais dans ce paysage à Saint-Sanson, Port-Salle, Tréompan. J'étais, j'étais moi comme j'avais jamais été. J'ai été très frappée par l'écriture, parce que c'est une écriture qui peut être à la fois très profonde, hein, quand vous parlez de la Moko Cadiz ou de Mersel Kébir, si je me souviens bien. Oui, Marcel Kébir, parce que j'ai grandi dans le souvenir, fantôme de oui. Marcel Kébir. Oui. Et là, il y a une écriture que je trouve assez profonde, presque pesante parfois. Et puis brutalement, on a une écriture qui devient légère et on passe de l'une à l'autre et ça c'est formidable. Et je me suis demandé si, je sais que vous avez fait une licence d'histoire, mais je me suis demandé si vous n'aviez pas fait de la géographie, parce que j'ai été frappée par la description géographique des paysages. Ah Et, bon? ah oui. Et on a l'impression que le vocabulaire que vous utilisez quand vous parlez des rochers, etc., et à un moment donné, on voit surgir le rocher, mais on le voit presque dessiné. C'est Ah bon? oui, j'ai trouvé ça très très beau. Tant mieux, tant mieux.
Ben, oui, autrefois, quand on faisait des ça, on faisait aussi de la géographie, mais je pense pas que ce soit mes études qui Non, qui m'aient... vous est... Non, je pense que ce livre, si ce livre a de la force, c'est parce que j'ai été privée de mes racines et que je les ai privées de mes racines physiquement, puisque j'ai donc quitté le Finistère il y a très longtemps. J'ai intériorisé mes racines et là, je les ai reportées dans le livre. Et au fond, ce dont le monde crève aujourd'hui, c'est de deux choses: l'absence de racines et l'absence de toucher. Dans Sémaphore en mer d'Iroise, c'est le besoin de racines viscérales qu'a l'homme pour s'épanouir, comme un arbre a besoin de racines pour donner du beau feuillage. Et dans Les mains du jardinier, c'est le besoin de toucher. Quand j'ai commencé les mains du jardinier, il n'y avait pas encore eu le confinement, donc on pouvait encore se toucher. Mais paradoxalement, j'ai écrit un livre sur le besoin de toucher, sur la lumière tactile qu'apporte un bon toucher et qui me paraît comme tout à fait fondamental pour l'équilibre de l'être humain. Aujourd'hui, on ne privilégie que la vue, on se voit, hein, mais on ne se touche plus. Et ça, c'est terrible. C'est terrible de ne pas se toucher. Donc, voilà, il faut le toucher et les racines. Ça, c'est important pour l'équilibre de l'être humain. C'est beau et on va terminer là-dessus. Claire Fourier, je vous remercie beaucoup. Mais c'est moi qui vous Voilà, je suis remercie. très heureuse de vous avoir accueilli dans ce salon. Merci encore. Merci.